Nous allons voir ensemble les addictions, ce phénomène donc qui est mondial, et nous allons essayer de comprendre ensemble, bien entendu, que ce soit les addictions chimiques ou comportementales. Nous allons essayer de comprendre ensemble ce phénomène, les conséquences psychologiques, sociales, physiques et psychologiques. Et bien entendu, les différentes prises en charge, mis à part le côté pharmacologique, bien sûr, les différentes thérapies pour accompagner les personnes en souffrance et leur entourage. Alors, nous allons donc, voilà, je vais juste vous présenter rapidement ce que nous allons voir, donc le contenu de la présentation. On va voir ensemble l'introduction aux addictions, les perspectives thérapeutiques, les addictions induites par des substances ou chimiques, les addictions comportementales, bien entendu les conséquences psychopathologiques, les différents outils d'évaluation qu'on peut utiliser pour bien entendu pour évaluer le avant la prise en charge, le pendant et après, les prises en charge thérapeutiques, donc les différentes méthodes, et bien entendu une conclusion. Alors, sans plus tarder, je vais vous faire une petite revue des différentes définitions de l'addiction. Comme vous le savez, l'addiction est une maladie chronique. C'est une maladie qui est caractérisée par une recherche et une consommation compulsive de substances, ou bien entendu un engagement dans des comportements malgré les conséquences néfastes. Elle implique une perte de contrôle et une incapacité à s'abstenir même face aux preuves des dommages causés. C'est-à-dire que la personne qui consomme ou qui est addicte, que ce soit d'un point de vue comportemental ou consomme des substances, malgré les effets, bien qu'elle ait conscience et qu'elle ait la preuve de ce que ça implique, elle ne peut pas s'empêcher parce elle arrive à une perte de contrôle et elle n'arrive plus à s'abstenir. Donc ça, c'est la règle de base. Donc, en thérapie cognitivo-comportementale, la dernière fois, on en avait parlé. Donc, la thérapie cognitive et comportementale considère l'addiction comme un cycle de pensée, émotions et comportements qui renforce le comportement addictif. C'est-à-dire que à ce moment-là, une personne qui est dans l'addiction a des pensées automatiques qui la poussent à consommer ou à adopter un certain nombre de comportements que ce soit des pensées automatiques, mais il y a aussi des pensées permissives. Il y a des émotions qui accompagnent et bien entendu le comportement qui va venir renforcer tout ça. Et donc la personne va tomber dans cet engrenage, ce cycle qui est un cercle vicieux. Ce qu'il faut noter, c'est que bien entendu, donc en parlant des pensées, donc addiction, il ne s'agit pas tout simplement de consommer, ce n'est pas seulement la substance qui est impliquée dans le processus ou le comportement, c'est vraiment tout ce qui l'entoure, à savoir les pensées. C'est-à-dire que la personne va penser qu'elle est incapable de résister. Il y a une croyance sur l'incapacité de résister ou à la minimisation des conséquences. C'est-à-dire que la personne, malgré les effets sur sa vie, sur son travail, les conséquences professionnelles, scolaires et sociales, va persister et il y aura toujours des pensées qui vont qui vont faire en sorte qu'elle ne va pas lâcher ce comportement. Et les émotions négatives, donc là, ça fait partie du cercle, l'anxiété et la dépression, qui sont limite automatiques, qui sont courantes, et elles sont à la fois des causes et des conséquences de l'addiction. Par exemple, une personne, je vais donner l'exemple de l'addiction à l'alcool, une personne anxieuse qui présente, je ne sais pas, un trouble anxieux, enfin une anxiété sociale, va se retrouver à une soirée ou à une réunion professionnelle. Et pour se détendre, en partant du principe que comme elle est stressée, la pensée permissive, ça va être, bah, t'es stressée, donc pour pouvoir te détendre, autant prendre un petit verre, tu seras plus à l'aise, tu seras plus apte à parler avec les étrangers, etc. Donc, elle va consommer, ça va réduire l'anxiété et donc renforcer la croyance que ça peut l'aider. Et en même temps, comme on sait que l'alcool est particulièrement dépressiogène, donc par la suite, ça peut entraîner une dépression ou inverse. Donc, c'est-à-dire que la substance va provoquer une anxiété ensuite. Enfin, voilà, c'est à la fois des causes et des conséquences. D'un point de vue neurobiologique, donc comme vous le savez, les recherches en neurosciences montrent que l'addiction modifie les circuits neuronaux, notamment ceux impliqués dans le système de récompense dopaminergique.
la dépendance, quelle qu'elle soit, répond à ce système. Une personne consomme ou adopte un comportement parce qu'il y a un certain plaisir immédiat, qu'on appelle la gratification immédiate, qui est libérée par des circuits neuronaux en libérant la dopamine. Et cette exposition continue à la substance ou un comportement entraîne une neuroadaptation, qu'on appelle dans le langage courant la tolérance, rendant l'individu particulièrement sensible aux stimuli associés à l'addiction, tout en réduisant leur réponse au comportement naturel. C'est-à-dire que des activités qui peuvent être plaisantes ou qui peuvent provoquer justement une sensation de plaisir, seront bien entendu moins importantes, l'effet sera moins intense que celui induit par la substance. Donc ces changements neurobiologiques sont à l'origine de comportements compulsifs et de la perte de contrôle. Alors, avant de parler de la des critères diagnostiques, nous allons parler de la terminologie. On a l'abus, alors on a l'usage, l'abus et la dépendance. L'usage d'une substance est vraiment utiliser une substance sans qu'il y ait, de manière ponctuelle, sans vraiment qu'il y ait de conséquences négatives sur la vie ou d'un point de vue social, enfin, sans que ça entraîne des dommages dans la vie de la personne. L'abus, c'est quand justement cet usage devient répété, il y a une certaine tolérance et cela conduit à des effets néfastes sur la vie de la personne. Et bien entendu, la dépendance, c'est quand il y a carrément cette perte de contrôle et cette incapacité à arrêter malgré les conséquences. Alors, je passe aux critères diagnostiques. Comme tout le monde sait, on va se baser sur le DSM. Le DSM-5 qui nous explique que ce sont des troubles liés à l'usage d'une substance qui sont classés sur un continuum de gravité basé sur des critères tels que la tolérance, le sevrage et la persistance du comportement malgré les problèmes sociaux, professionnels ou physiques. On a également l'addiction comportementale comme le jeu pathologique qui suit des critères similaires. On va voir les différentes addictions comportementales. Pourquoi est-ce que je parle ici que du jeu pathologique? Parce que c'est le seul qui est répertorié dans le DSM-5. D'autres sont en cours d'études et les études n'ont pas encore intégré tout ça dans le diagnostic. Alors, le DSM, que dit-il? Les troubles addictifs, premièrement, pour le diagnostic, on retrouve un usage excessif. D'accord? C'est la consommation de la substance en plus grande quantité ou sur une période plus longue que prévu. Bien entendu, comme vous le savez, on ne vient pas du jour au lendemain et on devient addict. On ne tombe pas dans l'addiction du jour au lendemain. C'est-à-dire que la personne peut commencer de manière récréative en partant du principe que voilà, elle va consommer, je sais pas, un petit verre d'alcool pour une soirée, un petit joint avec les copains, et de fil en aiguille, la personne va tomber dans cet engrenage, consommer de plus en plus jusqu'à perdre le contrôle et que ça prenne des proportions plus importantes dans sa vie. On retrouve deuxième critère, une difficulté à réduire malgré les conséquences, le temps consacré pour obtenir et à utiliser ou à récupérer de la substance. On constate qu'au départ, la consommation peut être ponctuelle, donc sans vraiment avoir de conséquences, mais à un certain moment, quand la personne met du temps à prévoir, à s'organiser pour obtenir la substance ou à récupérer, c'est-à-dire que la personne qui va faire beaucoup de soirées enchaînées et boire beaucoup d'alcool, par exemple, qui va mettre plusieurs jours à récupérer en mettant de côté toutes les activités, que ce soit relationnelles, sociales, professionnelles, scolaires et les activités quotidiennes. Ça fait déjà partie des critères qui signalent l'alerte. Quatrième point, on a cette envie intense qu'on appelle le craving. Le craving, c'est cette envie irrépressible et irrésistible de consommer la substance. C'est une envie, la personne a juste une envie, c'est la seule pensée qu'elle ait, c'est vraiment comment obtenir la substance et cette envie de consommer. L'impact, bien sûr, donc le cinquième critère, impact sur les obligations. La personne peut mettre de côté toutes ses obligations, qu'elles soient familiales, scolaires, professionnelles, pour
à cause de cette consommation, des problèmes relationnels, l'abandon d'activités, donc comme on a vu les abandons d'activités quotidiennes, l'usage qui devient dangereux. Alors, je donne un exemple, par exemple, conduire en état d'ébriété. Ou alors, quand on travaille dans une usine ou autre, ça peut être extrêmement grave d'être dans un état second. Les personnes vont consommer du cannabis pendant des heures de travail, en manipulant des machines qui peuvent être dangereuses, conduire en état d'ébriété, euh, être, enfin, utiliser des substances sédatives. Donc, ça peut vraiment être dangereux physiquement pour la personne et pour son entourage. Une personne qui se doit de garder ses enfants, par exemple. Usage malgré les problèmes, donc malgré les conséquences, on poursuit la consommation, la tolérance. Donc, le principe de la tolérance, c'est vraiment le piège avec toutes les drogues et tous les comportements addictifs. C'est-à-dire que au fur et à mesure, retrouver la sensation de plaisir, la sensation recherchée, la sensation de bien-être que procure la substance, bien entendu, n'est plus la même entre la première consommation et la énième consommation. Une personne qui a l'habitude de fumer un joint ou à prendre un verre ou deux lors d'une soirée pour être dans un état d'euphorie, à force de consommer, deviendra plus résistante à cause du phénomène d'habituation. Et donc, on dit qu'il y a une tolérance à la substance, donc cette personne aura besoin d'augmenter les doses ou, pour pouvoir retrouver le même effet. Et bien entendu, les symptômes de sevrage ou usage pour éviter ces symptômes. Donc voilà, la gravité du trouble, selon les critères diagnostiques, léger, modéré, sévère, six critères ou plus. Alors, on ne peut pas parler d'addiction sans parler du système de récompense dans l'addiction, le circuit du plaisir. Parce que finalement, une addiction, que ce soit comportementale ou physique, ou chimique, pardon, elle a un objectif. C'est cette récompense, c'est ce plaisir ressenti. Et donc là, on en vient directement à l'activation cérébrale. Toutes les substances activent le système cérébral de récompense. Conséquence, comme on a vu, négligence des activités physiques, parce que tout est consacré, tout est mis en place pour obtenir, consommer et ressentir ce plaisir qui ne peut plus être ressenti de manière naturelle, ou alors très difficile. Alors, je vais vous expliquer le système de récompense de manière imagée. Le circuit de récompense, je vous demanderai d'imaginer un réseau de routes reliant différentes villes dans le cerveau, qui s'illumine en réponse à des expériences présentes. Les principales villes sont le noyau accumbens, le cortex préfrontal et l'aire tegmentale ventrale. D'accord? Ce sont les principales villes dans le circuit du plaisir. Le noyau accumbens serait imagé comme étant le centre-ville, d'accord? Où convergent toutes les routes du plaisir. Il génère le sentiment de plaisir et incite à rechercher davantage ce qu'il a causé. Donc, pour cela, on a le cortex préfrontal qui est le planificateur du cerveau. Il aide à décider comment reproduire le plaisir. C'est-à-dire que le noyau accumbens a reçu certaines stimulations qui a déclenché ce plaisir. Il essaie de rechercher ce qu'il a causé. Le cortex préfrontal, lui, va planifier comment reproduire le plaisir et évalue les conséquences des actions. L'aire tegmentale ventrale, qui est la centrale électrique du circuit, elle envoie des courants de dopamine qui alimentent tout le système. Et bien entendu, le fuel de tout ça, c'est la dopamine, qui est l'étincelle qui illumine le circuit. Elle est libérée par l'aire tegmentale ventrale et voyage jusqu'au noyau accumbens, créant des sensations de plaisir. Voilà, je vous ai mis une petite image qui représente le système de plaisir et qui explique comment le cerveau se comporte, agit face à des substances ou à des comportements qui procurent du plaisir et comment fait-il pour retrouver ce plaisir initial à tout prix. Alors, le système de récompense. Dans les addictions, on a une activation dopaminergique.
les substances addictives provoquent une libération massive de dopamine. On a cette sensation de plaisir intense qu'on appelle le high, être bien. Ce qui implique une modification des circuits neuronaux, d'accord, et une tolérance. Donc le besoin de dose croissante. On a besoin d'augmenter la dose pour ressentir le plaisir initial. Parce que bien entendu, la libération de dopamine, à un certain moment, il y a ce phénomène d'habituation, il y a cette sensibilisation à la drogue et une désensibilisation aux stimuli naturels. Donc plus on avance, plus on consomme, plus on a besoin de consommer pour retrouver ce même plaisir. Alors, les conséquences, bien entendu, négligence des activités naturelles. Donc, toutes les activités du quotidien ne sont plus aussi intéressantes parce qu'il y a parce que le plaisir n'est plus aussi intense comparativement à ce que procure la substance ou le comportement problématique. Donc, il y a une diminution de l'intérêt pour les activités habituelles. Il y a un développement de la dépendance, donc utilisation compulsive des substances, difficulté à ressentir du plaisir en dehors de la consommation. On le retrouve facilement, par exemple, de manière imagée lors d'une soirée entre amis. Une soirée entre amis, au départ, il suffisait d'avoir quelques gâteaux, de la bonne musique et tout le monde profitait, tout le monde s'amusait, rigolait. À partir du moment où on introduit de la drogue ou de l'alcool, eh bien entendu, le plaisir est beaucoup plus intense, l'euphorie est beaucoup plus présente, le plaisir est décuplé. Et donc, revenir à une soirée sans la moindre goutte d'alcool ou sans autre substance n'a plus le même effet. Donc, les personnes vont limite éviter parce qu'il n'y a aucun intérêt à passer du temps dans ces conditions-là. Et puis, il y a ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, donc utilisation des substances pour gérer le stress, renforcement de l'addiction. C'est-à-dire que le problème, c'est que comme on a vu au départ, causes et conséquences, les anxiétés, enfin les conséquences psychologiques, les émotions, ce qui se passe, c'est qu'au départ, ça peut être on l'utilise de manière récréative, donc on va découvrir la substance, on va apprécier la substance, et puis ensuite, on va se sentir mal sans la substance. Ou alors, on va se sentir moins à l'aise. Et du coup, on va avoir besoin de cette substance pour être dans un état, entre guillemets, normal. C'est-à-dire ne pas forcément être stressé ou juste être à l'aise en société. Ce qui, peut-être qu'au départ, la personne n'en avait pas besoin, mais désormais, elle en a besoin. Donc, alors, elle va en avoir besoin pour être plus à l'aise, ce qui va renforcer le cycle de l'addiction. Alors, on va faire un petit un aperçu des addictions induites par les substances, donc les addictions chimiques. Donc, définition donc des addictions, troubles complexes impliquant des comportements compulsifs, effets néfastes sur la santé physique, mentale et sociale. Et selon le DSM-5, on retrouve 10 classes de substances addictives. L'alcool, la caféine, le cannabis, les hallucinogènes, les substances inhalées, les opiacés, les sédatifs, les stimulants, le tabac et autres substances. Alors, l'alcool et la caféine, bien entendu, je ne dis pas que c'est pas le même combat, hein, l'alcool et la caféine, ce n'est pas non plus les mêmes conséquences sur la santé, mais disons que ce sont les substances qui sont les plus accessibles et les plus consommées. L'alcool, par exemple, l'usage est très consommé mondialement. Déjà, l'alcool fait partie des drogues les plus difficiles à traiter, l'alcoolisme, et puis les plus difficiles euh, à réguler. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'alcool est une drogue qui est vendue de manière totalement légale. On ne retrouve pas de la cocaïne au supermarché. Donc très accessible. Et en fonction des cultures, beaucoup plus consommées dans des zones que d'autres. L'impact active les circuits de récompense dopaminergiques, les conséquences, dépendance chronique malgré les effets négatifs. C'est-à-dire que même si la personne est en souffrance, même si elle a des effets sur la santé physique, des problèmes au niveau du foie, des problèmes rénaux, des problèmes cardiaques, la personne va continuer à consommer, même si elle se retrouve sans emploi parce qu'elle va négliger les conditions, etc. Ses obligations, pardon. La caféine,
L'usage est largement consommé dans les boissons. Alors, pourquoi? Donc, elle peut entraîner une dépendance physique et psychologique. Bien entendu, je ne compare pas avec l'alcool, mais je parle juste au niveau de l'usage. N'empêche que cette substance a des effets. Bien entendu, sans parler du côté biologique, les problèmes cardiovasculaires, etc. Mais il y a, n'empêche, des symptômes de sevrage. Quand la personne ne consomme pas de la caféine, du café, alors qu'elle y est habituée, on retrouve facilement des symptômes tels que les maux de tête, l'irritabilité, et j'en passe. Et ça a quand même un effet stimulant. Le cannabis, alors au départ, le cannabis était strictement illégal. Aujourd'hui, il y a un usage médical avec donc des produits enfin, comme le CBD dont on retire la molécule THC, donc à usage médical. Et puis on a le côté récréatif qui est très important. En tout cas, au Maroc, ça fait partie des drogues les plus consommées. L'impact active les récepteurs cannabinoïdes, altérant la mémoire et la cognition. Conséquences, dépendance et symptômes de sevrage. Alors pourquoi est-ce que je parle du cannabis et le problème avec le cannabis, c'est que très souvent les gens considèrent malheureusement que c'est une drogue qui est considérée comme douce, largement banalisée. Malheureusement, et comme vous le savez certainement, le cannabis est particulièrement dangereux parce que déjà consommé par une grande majorité d'adolescents. Et les adolescents ayant le cerveau qui est encore immature et donc très sensible aux conséquences neurologiques, mais aussi psychiatriques. Comme vous le savez, quand une personne a déjà une prédisposition, des antécédents psychiatriques et une prédisposition génétique, certains peuvent décompenser suite à la consommation de cannabis et décompenser, faire des épisodes de psychose post-toxique et sombrer dans la schizophrénie. Les hallucinogènes, un petit peu moins consommés, mais n'empêche que ça fait partie des substances fréquemment utilisées. Le LSD, la psilocybine qu'on retrouve dans les champignons hallucinogènes. L'impact, donc là, on a une altération de la perception et des émotions via les récepteurs de la sérotonine. Donc, les conséquences, c'est on a une tolérance rapide et actuellement, il y a des débats sur le potentiel addictif. Les substances inhalées et opiacées. Alors, les substances inhalées, en tout cas, on retrouve, en tout cas au Maroc, on retrouve souvent la consommation de solvants. Les solvants, notamment la colle à modeler, les diluants de peinture, qui sont utilisés pour leurs effets psychoactifs lorsqu'ils sont inhalés. On a les gaz. Alors, de plus en plus, il y a un phénomène d'utilisation, de banalisation, et il y a même des défis sur les réseaux sociaux pour l'utilisation du protoxyde d'azote, en fait, ce sont les siphons qu'on dans la crème chantilly. Et donc, du coup, c'est détourné de son usage pour provoquer des sensations d'euphorie. Malheureusement, les effets négatifs sont légion, hein, notamment les problèmes neurologiques. Il y a eu beaucoup d'accidents vasculaires cérébraux et puis aussi des paralysies qui en ont découlé. Les nitrites, le poppers, inhalé pour des effets de relaxation musculaire et d'euphorie, souvent détourné de son usage initial. Alors, l'impact, effet psychoactif rapide et dommages neurologiques euh, inhérents. Conséquences, dépendance rapide, modification cérébrale sévère. Très souvent avec des conséquences irréversibles. Les opiacés, la morphine, l'héroïne, l'oxycodone, donc activation intense des récepteurs opioïdes, libération massive de dopamine, forte dépendance, taux élevé de mortalité par overdose. Les sédatifs et les stimulants, donc bien entendu très souvent, mais très souvent détournés de leur usage médical, parce que bien entendu toutes ces substances-là, toutes ces molécules sont utilisées sont prescrites par des médecins pour des raisons euh, à des fins euh, médicaux, mais souvent détournées.
les benzodiazépines, les barbituriques. Agissent sur les récepteurs GABA pour calmer, forte dépendance, tolérance rapide et sevrage difficile. Les stimulants, substances amphétaminiques, cocaïne, augmentent rapidement la dopamine dans le cerveau, comportement compulsif, risque de troubles psychotiques. Et bien entendu, le tabac et autres substances. Donc le tabac, principalement sous forme de cigarette, mais aujourd'hui, de plus en plus, donc ça c'est, je vais prendre le temps de m'attarder sur ce point parce que le tabac qui a été pendant longtemps utilisé sous forme de cigarette, aujourd'hui est également utilisé sous forme de vape ou de cigarettes électroniques qui ont également été détournées de leur usage initial. La cigarette électronique, enfin, ça a été plus pour et permettre aux addicts à la cigarette de réduire leur consommation et donc à limiter les effets des autres substances des composants de la cigarette. Malheureusement, on a constaté que l'usage de la cigarette électronique ou de la vape surtout sont beaucoup plus, je dirais pas dangereux, mais beaucoup plus addictifs que la cigarette en elle-même, de par le rituel et de par la facilité de l'utilisation. Aujourd'hui, on constate même que les principaux utilisateurs et consommateurs de la vape sont les adolescents. Et tout est fait pour donner envie aux adolescents de les acheter. Tout l'effet de marketing qui va avec les différents goûts, les différents arômes. On constate très souvent, d'ailleurs dans ma pratique, je vois que des enfants, des adolescents qui n'ont jamais consommé de cigarettes sont devenus addicts à la vape et ne s'approcherait jamais de la cigarette parce que c'est dégoûtant, parce que ça sent mauvais, parce que. Donc, encore une fois, l'usage est détourné de son utilité initiale. L'impact de la nicotine active les récepteurs nicotiniques et de libération de la dopamine. Conséquence, dépendance rapide, symptômes de sevrage sévère. Les autres substances, donc on a les stéroïdes, anabolisants, d'autres substances psychoactives. Donc il y a énormément de drogues synthétiques qui sont proposées. Aujourd'hui au Maroc, en tout cas, on a un nouveau phénomène qu'on appelle la PUFA. La PUFA, c'est en gros c'est l'équivalent du crack. Hein, c'est de la cocaïne de mauvaise qualité qui est consommée et qui est extrêmement addictogène et voilà, qui crée des effets terribles dans la société. Alors, en résumé, les mécanismes communs, activation du système cérébral de récompense, conduisent à des comportements compulsifs et à la dépendance, conséquences, altération profonde des fonctions cérébrales, impact grave sur la santé et le bien-être. Les addictions comportementales, je vais y arriver assez rapidement, je vais aller dessus. Donc, le jeu d'argent pathologique fait partie il est introduit dans le DSM-5. Un joueur compulsif développe une addiction au jeu d'argent, ressentant un besoin irrépressible de continuer malgré des pertes financières et des conséquences négatives sur la vie personnelle. Il ment souvent pour cacher son problème et tente de récupérer ses pertes en jouant davantage, ce qui aggrave la situation. Voyez-vous, bien qu'il y ait absence de substance, finalement, c'est l'effet sur le cerveau qui prime. Donc, qui est exactement le même fonctionnement. Une personne qui va gagner une fois, cet effet de gain va libérer une quantité de dopamine qui va procurer une sensation de plaisir intense que la personne va vouloir retrouver à tout prix. Et ce, malgré les conséquences négatives. Elle peut gagner une fois et perdre 10 000, mais rien que le fait de la possibilité de gagner va faire que cette personne va retenter l'expérience. Alors, activation du système de récompense active les mêmes circuits dopaminergiques que les substances addictives. Alternance gain-perte égale libération intermittente de dopamine. Comportement compulsif similaire à la dépendance aux substances. Conséquence, tolérance, donc besoin de jouer de plus en plus pour obtenir le même effet. Et sevrage, irritabilité et agitation lorsqu'il n'est pas possible de jouer. Voilà. Reconnaissance clinique reconnue comme trouble mental dans le DSM-5. Alors, les autres comportements, on a l'addiction au sport, pratique excessive, risque pour la santé, malgré les blessures, déséquilibre de la vie quotidienne, impact social, priorité donnée à l'exercice au détriment des relations et des responsabilités. Addiction aux écrans. Alors là, il y a actuellement énormément d'études qui sont
faites sur ce sujet. Effectivement, on voit de plus en plus de jeunes et même d'adultes addicts aux réseaux sociaux. Sans parler, donc là, je pense qu'il faudra faire une présentation spéciale pour les addictions aux écrans, la perception de soi à travers les réseaux sociaux, l'addiction aux filtres Instagram, aux filtres de Snapchat, enfin tout ça, tout ce qui, donc on retrouve les conséquences comme la dysmorphophobie, enfin énormément de conséquences qui peuvent, donc il y a tout un travail qui est fait là-dessus. Mais au final, que ce soit les réseaux sociaux, les écrans et les jeux vidéo, c'est pas ces différentes catégories, mais tout cela implique une sorte, surtout les jeux vidéo, euh, performance scolaire et professionnelle, et bien entendu également des conséquences sur la perception de soi. Conséquences psychologiques, anxiété, dépression, perte de sommeil. Addiction aux jeux vidéo, voilà. Recherche de satisfaction immédiate. Impact sur les responsabilités quotidiennes. Reconnaissance clinique, gaming disorder. Donc, on a surtout les jeux. Alors, il y a des études qui sont faites surtout sur les jeux en temps réel, euh, où il y a des quêtes, où il n'y a pas de fin. C'est des jeux qui sont, où on joue en réseau. Il y a toujours des quêtes qui apparaissent. Il y a toujours des niveaux à atteindre. Il y a toujours des stimulations qui viennent donner envie et donc la personne peut ne pas s'arrêter et surtout qu'on retrouve dans ma pratique, j'ai déjà reçu des personnes qui ont dépensé des fortunes, des adolescents qui ont dépensé des fortunes colossales pour acheter des cartes dans le jeu, pour acheter des objets, pour passer de niveau et bien entendu par des comportements non conventionnels, c'est-à-dire qu'ils vont voler de l'argent à leurs parents, enfin, etc. Il y a tout un univers qui tourne autour de ces addictions-là. L'achat compulsif, souvent pour échapper aux émotions négatives. Encore une fois, il y a une satisfaction immédiate, donc c'est une satisfaction temporaire suivie de regrets. Je donne un exemple. Vous avez des personnes qui vont acheter, vous allez retrouver des personnes qui ont besoin d'acheter, qui ont ce besoin d'achat, qui vont acheter des vêtements ou des objets sans pour autant les ouvrir. C'est le plaisir est dans l'achat. Les personnes, quand on va regarder leur placard, on va retrouver peut-être des vêtements mais des vêtements identiques. La personne a acheté 2 fois, 3 fois le même vêtement, par exemple, sans se rappeler qu'elle l'avait déjà et sans l'avoir sorti de son emballage. Conséquences financières et sociales, bien entendu, non négligeables, endettement, conflits interpersonnels. Alors, le statut clinique des comportements excessifs, donc pas encore classifié comme troubles mentaux. Il y a des similitudes avec les addictions, mais non reconnues dans le DSM pour certains comportements. La recherche est encore insuffisante pour des critères diagnostiques officiels. Alors, les recherches en cours, voilà, ce sont les addictions aux jeux vidéo et l'addiction au sport, aux écrans et aux achats compulsifs. Études en cours sur les mécanismes sous-jacents et l'impact psychosocial. Les conséquences, psychopathologiques et troubles de l'humeur, dépression, altération des neurotransmetteurs forcément, comorbidité élevée, symptômes de désespoir, pensées suicidaires. Je pense à la consommation d'alcool et bien entendu d'autres substances comme les hallucinogènes, enfin énormément de choses. L'anxiété, cercle vicieux entre anxiété et consommation, développement d'anxiété généralisée, attaque de panique avec, pendant consommation ou sans consommation. Je pense par exemple au cannabis. Les troubles psychotiques, psychose induite par des substances, hallucinations, délire, risque accru de schizophrénie chez les personnes vulnérables. Exemple de substances, les amphétamines, la cocaïne et le cannabis. Troubles cognitifs, détérioration cognitive, mémoire, attention, fonction exécutive. Par exemple, je pense à l'encéphalopathie de Wernicke-Korsakoff due à l'alcool. Voilà. Et pour ne citer que celle-ci. Troubles de l'impulsivité, comportement impulsif, prise de risque accrue, hein, la personne qui va consommer et prendre le volant, par exemple. Bien entendu, les troubles de personnalité, modification de traits de personnalité, irritabilité, agressivité, manque d'empathie, comorbidité avec des troubles de personnalité borderline. Alors, cause aux conséquences, je ne sais pas, enfin ça dépend, mais c'est-à-dire que très souvent, on va retrouver qu'effectivement, les personnes avec un trouble de personnalité borderline ont tendance à consommer beaucoup plus les substances psychoactives, également dans les troubles de personnalité antisociale. Le syndrome de stress post-traumatique et les addictions. Alors, trauma et addiction, encore une fois, cause ou conséquence.
Mais souvent, l'utilisation de substances est là pour gérer les symptômes de syndrome de stress post-traumatique. D'accord? Certaines personnes vont avoir des symptômes de PTSD et donc vont consommer pour oublier ou pour être moins anxieux ou pour vivre ou pour être moins dans la reviviscence et les images récurrentes. Et donc forcément, sur le long terme, ça aggrave les symptômes du syndrome de stress post-traumatique. Et là, on se retrouve avec deux troubles au prix d'un. Les troubles du sommeil, alors la panoplie, insomnie, parasomnie, perturbation des cycles de sommeil, insomnie liée aux stimulants, impact sur la santé mentale, exacerbation des symptômes psychopathologiques, donc tout ce qu'on a vu précédemment. Les comorbidités psychiatriques, alors interaction complexe entre addiction et troubles comme le trouble bipolaire, et c'est pour ça que c'est important de faire des approches combinées pour essayer, pour comprendre la cause, la conséquence de la consommation, la raison pour laquelle la personne consomme, et d'ailleurs on va le voir dans la prise en charge, et bien entendu le diagnostic différentiel et bien le diagnostic pour les comorbidités à prendre en charge. Donc voir qu'est-ce qui prime. Bien entendu, il faut traiter l'addiction, enfin le problème présent, mais aussi prendre en charge. Pour pouvoir prendre en charge le trouble sous-jacent, il faut déjà libérer la personne de l'addiction. Alors, les syndromes de sevrage, je pense par exemple à l'alcool, anxiété, dépression, hallucination, risque grave de délirium très mince lors du sevrage alcoolique sévère. Alors là, je vous ai mis une liste de questionnaires d'outils d'évaluation des addictions. Vous avez une liste de toute façon que vous pourrez retrouver par la suite. Donc, je vais essayer d'envoyer le maximum à Pascaline qui pourra les mettre en lien direct sur YouTube, enfin, dans les... Voilà, vous avez compris. Donc voilà, je vous donne un exemple. Le questionnaire de Cage pour l'abus d'alcool. Fagerström, donc pour celui de la consommation de cigarettes. L'échelle des CAB, donc pour les benzodiazépines. Drug Abuse Screen Test, donc le DAST pour les consommations globales des addictions. Alors, on arrive à la partie prise en charge, thérapie recommandée dans la prise en charge de l'addiction. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est multimodal, combinant bien entendu les interventions pharmacologiques, psychothérapeutiques et sociales. La TCC, donc on en a parlé au départ, le principe même, c'est de identifier et modifier les pensées et comportements dysfonctionnels. D'accord? Parce que quand on est dans l'addiction, c'est vraiment comportemental. On consomme ou on agit pour obtenir un effet. Donc déjà, bien entendu, pour qu'il y ait une meilleure observance thérapeutique médicamenteuse, eh ben, il faut déjà pouvoir proposer modifier les pensées et les comportements pour que la personne puisse voir qu'elle y arrive et plus elle verra qu'elle y arrive, plus ça va renforcer son envie de poursuivre. Bon, on va voir comment ça va se passer. Efficacité réduit la consommation de substances et prévient les rechutes. Bien entendu, dans toute thérapie, quelle qu'elle soit, on a besoin de mettre en place un rapport collaboratif. Le thérapeute doit être empathique, authentique, chaleureux et professionnel. Le médecin ou le psychologue se doit de faire preuve et de disposer de ces qualités-là pour que le patient soit à l'aise, ne se sente pas jugé et puisse adhérer à la prise en charge. Rappelez-vous que le patient qui souffre de troubles addictifs, au final, ne vient pas parce qu'il a envie d'être là. Il vient là parce que vraiment les conséquences sont beaucoup trop graves ou parce qu'il est amené. Donc la motivation n'est pas forcément présente. Quand il va voir que la personne en face de lui est dans le jugement et que le médecin lui demande des choses qui sont hyper contraignantes, il n'a pas forcément envie de s'y coller. Alors c'est beaucoup plus facile pour lui de fumer un joint et d'être bien. Donc là, c'est pour ça que le thérapeute doit faire preuve de ces qualités-là. Alors l'authenticité, c'est vraiment, ça c'est important parce que très souvent, certains patients sont mal à l'aise, pardon, certains thérapeutes sont mal à l'aise dans des situations. Donc là, il est important d'être à l'aise avec son malaise. Le patient sent les choses. Donc, dire clairement parfois que voilà ce qu'on ressent et comment est-ce qu'on peut aider la personne. Les 4 R sont
indispensable. Donc, quand on travaille avec un patient dans n'importe quelle prise en charge, quand la personne nous présente ses difficultés, on recontextualise, on reformule, on résume et on renforce. Recontextualiser, c'est quand le patient va venir vous dire, voilà, ouais, mais moi, quand je consomme, d'accord, quand est-ce que vous consommez? La dernière fois que vous avez consommé, c'était quand? Donc, histoire de remettre les choses dans leur contexte pour que la personne, le patient ne se perde pas. On va reformuler. La reformulation peut permettre au patient de s'entendre, d'entendre ce qu'il a dit, son raisonnement. Résumer la situation pour montrer qu'on a bien compris et qu'on est intéressé par ce que le patient dit. Et on renforce. Le renforcement, c'est vraiment reconnaître les efforts du patient en disant bah, franchement, bravo, déjà le fait que vous soyez arrivé en thérapie, ça, j'imagine que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, que ça vous a beaucoup coûté. Franchement, bravo. Bon, voilà, on essaie de renforcer comme objectif, clarifier et renforcer positivement les progrès du patient. Méthode socratique, donc questionnement médical, recueillir des informations pour le diagnostic, questionnement médical et socratique, aider le patient à envisager son problème sous différents angles. Parfois, avec les patients, surtout dans l'addiction, poser des questions directes ne sert à rien. Il peut avoir des réponses, donc il peut soit être dans la résistance ou dans la réactance. La réactance, bon, il va dire, bah non, non, écoutez, moi, je n'ai aucun problème. Franchement, je consomme pas beaucoup. Ouais, non, mais je m'arrête quand je veux, etc. Donc là, il est clairement dans la réactance. Essayer de le convaincre ne sert à rien. D'accord? C'est comme quand on dit à quelqu'un, ah bah tu sais, la cigarette, c'est pas bien, ça tue. Le patient n'est pas stupide, hein, il le sait depuis une trentaine d'années, c'est écrit sur toutes les boîtes de cigarettes, et pourtant, ça n'empêche pas de consommer. Euh, la résistance, c'est que vous allez avoir le patient qui va vous dire, oui, oui, vous avez raison. Ouais, non, vous avez raison. Mais là, vous avez raison, il vient trop rapidement. Donc là, le patient, c'est que vraiment, il n'est pas avec vous. Donc là, c'est important de pouvoir repérer ces éléments-là et d'amener le patient lui-même à se rendre compte de son problème et à ce que lui-même, il en vienne à cette demande de prise en charge et de soins. Je donne un exemple des questions pour comprendre et les questions pour recontextualiser. Verbalisation du patient, j'en ai marre. J'en ai marre de consommer ou alors j'en ai marre de ce qu'on dit de moi. Ma femme me reproche souvent la consommation de machin, etc. Question pour contre, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, on peut avoir à ce moment-là des réactions de résistance, de réactance, alors que pour recontextualiser, de quoi avez-vous le plus marre? Donc, on amène le patient à lui-même y voir plus clair. Quand en avez-vous eu marre aujourd'hui, ou le plus marre aujourd'hui? C'est vraiment clarifier la situation. Par exemple, là, quand on voit je ne m'en sortirai pas. Une question fermée qui n'apporte pas vraiment de réponse serait le pourquoi. Bah, ça bloque le patient, hein, pourquoi. On essaie de comprendre, alors que nous, on n'essaie pas de comprendre, on essaie de recontextualiser de telle sorte à ce que le patient, lui, comprenne. En quoi craignez-vous le plus de ne pas vous en sortir? Quelles sont les situations les plus concernées? Quand cela vous passe-t-il le plus par l'esprit par rapport à quoi? Voyez-vous la différence? C'est qu'on essaye d'amener le patient à lui, à se poser des questions et à y voir plus clair. En recontextualisant, on a plus d'éléments et le patient se rend lui-même plus compte de ce qui l'inquiète. Les stratégies thérapeutiques, donc dans la TCC, l'analyse fonctionnelle, l'entretien motivationnel, les stratégies comportementales, les stratégies cognitives, on va voir ça plus clair. L'entretien motivationnel est essentiel. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une méthode de communication directive centrée sur la personne, qui vise à augmenter la motivation intrinsèque au changement en explorant et en résolvant l'ambivalence. C'est pour ça que les questions comme le pourquoi ou ah bah tu sais c'est pas bien ne servent à rien. En entretien motivationnel, on essaie à amener le patient à passer du déni, de la résistance, à ce que lui-même, il en vienne à faire une demande. On est dans un système collaboratif, on est dans l'acceptation et la compassion, on se montre chaleureux, donc le patient sait qu'on est là pour l'aider et non pas pour le juger. Objectif, renforcer la motivation et l'engagement du patient, améliorer l'alliance thérapeutique et l'observance des différents traitements, hein, parce que vous pouvez avoir très simplement le patient qui ne va pas prendre son traitement,
Ou alors associer le traitement à la drogue. L'un n'empêche pas l'autre, vous n'êtes pas avec lui H24. Appliquer des stratégies adaptées en fonction du stade de changement du patient. Les applications techniques, applications initialement développées pour les addictions, efficaces pour diverses pathologies. On prend en compte l'ambivalence, même chez ceux qui ne demandent pas de changement. Alors là, ça va être l'ambivalence, ça va être vraiment l'amener à se rendre compte que qu'est-ce que va lui apporter finalement le changement. Quels sont les intérêts pour le changement? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Quels sont les avantages et les inconvénients dans la consommation de substances? Et quels sont les avantages et les inconvénients dans l'arrêt de la substance? La balance décisionnelle, euh, la balance motivationnelle pour expliquer les bénéfices, les coûts des comportements, adapter des stratégies en fonction des stades de changement. Et on va les voir. Ce qui nous amène justement aux différentes étapes de la prise de conscience et du début de la prise en charge en thérapie des addictions. Alors, le plus connu, enfin, la principale théorie, c'est le cercle de Prochaska et de Diclamente. C'est un modèle transthéorique sur le changement comportemental basé en étapes. Tout d'abord, le patient, quand il arrive au cabinet ou là, quand il arrive en consultation, il est peut-être là, il ne sait pas pourquoi il est là, il est encore dans l'ambivalence, il est encore dans le déni, il est encore dans la résistance. Pour lui, il ne voit pas d'inconvénient, il a toujours une maîtrise de sa consommation. Il est dans ce qu'on appelle la pré-contemplation. Donc, tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire le rapport collaboratif, l'entretien motivationnel, c'est de passer de la pré-contemplation à la contemplation, c'est-à-dire que le patient comprend, repère et il a conscience qu'il a un problème. Donc là, c'est déjà une grande partie du travail qui est effectué. Ce qui nous amène à la détermination, l'engagement du patient, la volonté, la motivation et ce qu'il met en place lui-même, à savoir toutes les stratégies pour s'en sortir, tout du moins de manière temporaire. Et bien sûr, l'action. L'action, c'est ce qu'on fait concrètement, toutes les techniques. La maintenance, c'est que quand on sort justement de l'addiction, et c'est vraiment tout ce qui va nous permettre de maintenir cette libération et cette guérison, entre guillemets. Donc, ça peut directement amener à une sortie permanente. La personne n'est plus du tout addicte, ce qui n'empêche que parfois la personne peut aller dans ce qu'on appelle la chute ou la rechute. Alors ça, ce cercle-là, on l'explique aux patients dès le moment où on passe dès le départ de la prise en charge, de la pré-contemplation à la contemplation. Pourquoi? L'intérêt est d'expliquer aux patients, le plus important, c'est cet effet de chute et de rechute. Parce que très souvent, quand le patient rechute, qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, euh, il est pas bien, il déprime, il est désespéré, il se dit, bah, de toute façon, j'y arriverai jamais. Et très souvent, on a cette pensée automatique qui est, bah, j'ai craqué, j'ai fumé une cigarette, j'ai craqué, j'ai pris un verre, j'ai craqué, j'ai fumé un joint, bah, foutu pour foutu, je continue. De toute façon, j'ai pas réussi. Et là, rebelote. Par contre, c'est très rare ce qui est important d'expliquer aux patients, c'est qu'on revient jamais au niveau zéro. C'est qu'à partir du moment où la rechute de base n'est pas une exception, c'est la règle. C'est la première chose qu'on enseigne aux patients, qu'on explique aux patients. La rechute n'est pas une exception, c'est la règle. Et donc, c'est pour ça qu'on a une partie de la thérapie qu'on appelle la prévention de la rechute. Pré-contemplation, le patient ne reconnaît pas le problème et ne prévoit pas de changement. Rôle du thérapeute, on fournit des informations pour réduire les risques. Alors, on n'est pas à prêcher la bonne parole, mais on essaie d'apporter certaines informations et voir avec le patient sur ce quoi il est d'accord et sur ce qui ne l'est pas. La contemplation, le patient est ambivalent, mais envisage un changement, bien qu'il hésite. Le rôle du thérapeute, c'est là qu'on utilise l'entretien motivationnel pour explorer les avantages et les inconvénients. Préparation, détermination, le patient est prêt à changer et commence à planifier. Donc nous, on va aider à établir des stratégies et des plans concrets. Les plans concrets et les stratégies, c'est vraiment, on va y aller de manière progressive. On va pas balancer le patient dans le grand bain tout de suite. On va pas lui dire, écoute, j'arrête direct. Un patient qui consomme 3 paquets de cigarettes, on va pas lui dire, écoute, du jour au lendemain, tu arrêtes tout, ça y est, tu te débrouilles comme tu peux.
Là, c'est vraiment le mettre face à son échec. Et s'il est directement mis face à son échec, bah, il va pas vouloir aller plus loin parce que il a une perte d'estime, il a un désespoir et puis voilà, ça, c'est très anxiogène pour lui. Donc, pour nous, progressivement, dans cette étape, c'est que si le patient, on se met d'accord avec lui, s'il fume 3 paquets de cigarettes, si on arrive déjà à passer à 2 dans un premier temps, c'est déjà très bien. Progressivement, on passe à 2 et à 1,5. Et si on arrive à 1 paquet, on essaie de repérer, par exemple, quelles sont les cigarettes les plus importantes dans la journée pour lui, les plus importantes, les plus utiles. Et là, progressivement, le patient va s'habituer à consommer moins, à y arriver surtout, à réussir. Et plus il va y arriver, plus il va être motivé, voir qu'il en est capable et voir qu'il peut très bien s'en passer, ce qui va continuer à renforcer sa détermination. L'action, le patient initie le changement, donc il est en plein dedans. Notre rôle, c'est le soutenir, encourager les efforts du patient avec des récompenses. Bien sûr, on ne va pas l'encourager en lui disant, bon, bah, pour fêter ça, tu peux consommer. Non, on va trouver autre chose. Le maintien, le patient travaille à maintenir les changements réalisés. Le rôle du thérapeute, identifier les situations à risque et prévenir les rechutes. La rechute, on explique au patient que la rechute peut survenir, limite que c'est pas une exception, c'est la règle. Le rôle du thérapeute, c'est vraiment de dédramatiser, montrer de la tolérance. Parfois, les médecins ou les psychologues, certains, on reste humain, on est exaspéré parce que très souvent, on arrive à des résultats et là, le patient, bim, il rechute, mais n'empêche que on essaie vraiment de l'encourager parce qu'on sait qu'il y a beaucoup trop de stimulation. Et c'est pour ça que ces méthodes-là sont très efficaces, surtout quand elles sont associées à des prises en charge médicamenteuses et quand il y a le réseau de soutien, à savoir les thérapies familiales, les thérapies de groupe, la famille qui est derrière. C'est très important parce que parfois, quand on a par exemple des personnes, on va dire, bon, on va les hospitaliser dans des hôpitaux de désintoxication. Une fois que la cure est terminée, que la personne ressort, elle retourne dans son environnement initial et hop, il y a la rechute. Donc voilà. Sortie permanente, le patient a intégré le changement et consolidé le stade de maintien, marquant ainsi la réussite du processus. Je vous donne un cas clinique où on va revoir toutes ces étapes. Alors, monsieur Y, âgé de 45 ans, est cadre dans une entreprise de marketing. Il consomme de l'alcool de manière régulière depuis plus de 20 ans. Au début, il buvait socialement avec des collègues et des amis, mais au fil des années, sa consommation a augmenté pour devenir quotidienne. Atteignant plusieurs verres par jour, cette habitude lui a permis de gérer le stress du travail et de se détendre après des journées éprouvantes. Vous voyez là qu'il y a automatiquement les pensées automatiques et les pensées permissives. J'ai passé une longue journée, je peux me détendre. Cependant, sa consommation d'alcool commence à affecter sa vie professionnelle et personnelle. Rappelez-vous que la consommation qui au départ, ça va être par exemple pour se détendre après une journée de travail, va passer d'un verre, puis de 2 verres, puis d'une bouteille, puis d'une bouteille et demie. Conséquence, ça va être le lendemain, il y a la gueule de bois, ça va impacter la vie personnelle avec la conjointe, les enfants et professionnelle, puisque le lendemain, il a la gueule de bois au travail, n'est pas forcément très opérationnel et efficace. Dans le stade de la précontemplation, Monsieur Y ne reconnaît pas qu'il a un problème d'alcool. Il pense que sa consommation est sous contrôle et n'envisage même pas de changer son comportement. L'intervention du thérapeute engage la conversation en douceur, en apportant des informations sur les effets de l'alcool, en posant des questions sur la gestion du risque. D'accord? C'est là la différence entre dire l'alcool c'est pas bien, regardez les études, vous savez que 90% des personnes qui consomment risquent des accidents vasculaires cérébraux, etc., etc. Exemple, comment faites-vous pour limiter les effets négatifs de l'alcool sur votre santé? Déjà, la personne là se sent impliquée. Ça veut dire qu'elle arrive déjà à être maîtresse d'elle-même. Et à par moment, cette personne va dire, bah oui, mais il y a des moments où j'y arrive et des moments où j'y arrive pas. C'est vrai que j'ai beau essayer de boire 3, 4 cafés, mais c'est vrai qu'avec le temps, j'y arrive moins. Et là, ça nous ouvre une brèche. Vous voyez la différence entre le questionnement pour obtenir des réponses et le questionnement pour recontextualiser, le questionnement socratique, c'est qu'on amène le patient à se remettre en question et à se reposer et à créer cette ambivalence. L'objectif est de semer une graine de réflexion sans forcer le changement. La contemplation, Monsieur Y commence à ressentir une ambivalence. Il reconnaît que l'alcool commence à avoir
un impact négatif sur sa santé, fatigue, difficulté de concentration et ses relations, conflits avec sa femme, ses enfants. Cependant, il hésite encore à changer, craignant de perdre les avantages immédiats que l'alcool lui procure, comme le soulagement du stress. Vous voyez, c'est là où il y a les pensées automatiques, les croyances, les émotions et les pensées permissives. C'est vrai que la substance a des effets bénéfiques. C'est pour ça que la personne consomme. En vrai, même dans le rapport collaboratif, on peut le dire aux patients. Bah, effectivement, l'alcool est utile. La cigarette, bien sûr que ça vous aide. Bah, bien entendu, ça soulage. Il n'y a personne qui va fumer pour se dire, ah, moi, j'adore souffrir, j'ai envie de me préparer à un cancer. Non, c'est pour l'effet immédiat. Donc, c'est qu'il y a un avantage. On en a bien conscience. Et c'est ça qui apporte aussi, le patient se sent compris, du coup. À l'intervention, dans ce cas de figure, le thérapeute utilise l'entretien motivationnel pour explorer les avantages et les inconvénients, donc la balance motivationnelle, du maintien de la consommation d'alcool. Par exemple, il discute l'impact de l'alcool sur la santé et les relations de monsieur Y, tout en reconnaissant l'ambivalence naturelle. D'un côté, l'alcool vous aide à gérer le stress, mais d'un autre, il semble que cela cause des tensions à la maison. C'est bien ça? Comment vivez-vous cela? Vous voyez, tout est dans la subtilité de l'échange. Préparation, le stade 3, Monsieur Y décide qu'il est temps de changer. Donc, il exprime sa volonté. Intervention du thérapeute. On met en place plan d'action concret en fixant des objectifs réalistes. On ne va pas demander au patient d'arrêter brutalement. C'est très difficile, c'est très anxiogène et forcément, le patient, il va tenir un jour, deux, trois et puis après, il va céder. Donc, on essaie tout d'abord de limiter la consommation au week-end uniquement. La cigarette, on passe de 3 paquets à 2 paquets. On essaie vraiment de réduire et on discute ensemble des stratégies pour éviter les situations à risque. Et on identifie les ressources nécessaires, comme le soutien de la famille. On les intègre si nécessaire. Et même généralement, on les intègre. On les fait participer à des groupes de soutien pour éviter les situations à risque. Bah déjà, si vous pouviez éviter, quelle serait l'alternative? Par exemple, le samedi soir, vous allez au restaurant, dans un pub avec des amis. Quelle serait l'alternative? Peut-être aller dans un endroit où il n'y a pas d'alcool, déjà. Ou si vous sortez avec des amis, bah, s'ils ne boivent pas, vous ne buvez pas. Ou alors, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'options qu'on essaie de voir ensemble avec le patient. Description de l'action. Alors, le patient, il est en pleine œuvre dans la réduction d'alcool. Donc, le thérapeute encourage en reconnaissant les efforts et en discutant des stratégies pour faire face aux défis. Et donc, quelles alternatives pourriez-vous envisager lors des soirées pour rester fidèle à vos objectifs? Là, on est bien dans l'action. Et là, on commence à rentrer progressivement comment mettre ça en place dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que le patient peut aller en soirée, mais qu'est-ce que tu peux faire justement pour ne pas céder à la tentation? Bien sûr, ça, on ne le fait pas dès le départ parce que la tentation est trop grande et le patient ne peut pas, c'est trop dur pour lui de faire face à des stimulations aussi importantes, des tentations aussi importantes. Donc, dans le maintien, on maintient la réduction de consommation pendant plusieurs mois. Donc, on identifie toutes les situations de rechute et on met en place des plans pour y faire face. Que pouvez-vous faire si vous ressentez une forte envie de boire, par exemple? Donc, on essaie de mettre au point des systèmes d'alarme. Le patient va les repérer et essayer déjà de prévoir des alternatives. La rechute, elle est tout à fait, voilà, elle fait partie des stades. Donc, le stade 6, c'est la rechute, la preuve que c'est la règle. Une rechute par exemple, bah, le cas de Monsieur Y a fait une rechute lors d'une réunion de travail stressante où il consomme de l'alcool pour se détendre. Alors, bien entendu, on ne va pas être là dans le jugement, parce que déjà, s'il revient, c'est qu'il a confiance en vous, parce que parfois le patient a peur de décevoir et son entourage et son thérapeute, donc il peut ne pas revenir. Mais s'il revient, c'est que vous avez très bien travaillé le rapport collaboratif, et donc le thérapeute a le devoir de dédramatiser l'événement, en expliquant que la rechute fait partie du processus et qu'elle est normale. Et donc, on encourage Monsieur Y à ne pas abandonner et à reprendre cette expérience en expliquant qu'on ne revient jamais au point zéro. Ça n'existe pas, puisqu'il est là, puisqu'il a déjà fait cette tentative, c'est qu'il a déjà avancé. On ajuste le plan et renforçons les stratégies de gestion du stress. Stade 7, sortie permanente. Le maintien, donc Monsieur Y a réussi à dépasser son addiction.
maintenir un style de vie équilibré avec une consommation d'alcool très réduite et contrôlée n'empêche que, en général, on essaie de préférence d'éviter que les patients reconsomment de l'alcool. Parce que l'habituation et la tolérance, c'est beaucoup plus facile pour ces personnes, pour ces patients de replonger. Donc, on discute de l'importance de maintenir les stratégies mises en place pour prévenir toute rechute future. La prévention de la rechute, l'objectif de cette prévention, on la travaille après avec le patient. L'objectif, c'est de maintenir le changement en réduisant les risques de rechute. On aide le patient à identifier et gérer les situations à risque. Donc, regardez, selon Marla, quand il y a une situation à risque, quand on a par exemple, une soirée entre collègues, quand on a des stratégies personnelles d'adaptation, toutes les alternatives, tous les plans d'action qu'on a mis en place, eh bien, on a une augmentation de l'auto-efficacité. La personne arrive à se contrôler. Et donc, on a une diminution de la problématique, de la probabilité de rechute. Quand on n'en a pas, on a plus une diminution de l'efficacité, on utilise violation de l'abstinence, baisse de l'estime de soi, augmentation de la probabilité de rechute. Donc, d'où l'importance de la prévention de la rechute. Principe de base, identification des situations à risque, donc tous les déclencheurs potentiels, stress, pression sociale, lieux associés à l'usage, développement des compétences d'adaptation, relaxation, restructuration cognitive. En fait, ce sont toutes les techniques pour apprendre à gérer les envies. Rappelez-vous du craving au départ. Gestion des envies, utilisation des stratégies comme la distraction ou le report de la consommation, urge surfing. Ça, c'est très, très intéressant. Et ça marche hyper bien avec les personnes qui consomment le tabac. En gros, au lieu de leur dire ne fumez pas ou il faut que tu te dises qu'il faut pas que tu fumes, quand tu as une envie de fumer, quand tu as une envie irrépressible de fumer une cigarette, est-ce que tu peux juste reporter de 10 minutes, 20 minutes? Je te dis, OK, je me lève dans 5 minutes, dans 10 minutes. En fait, l'envie, elle dure 10, 15, 20, 21 minutes. Après, ça passe. Si on arrive à reporter cette consommation, cette impulsion de vouloir consommer, on gagne du temps et donc on réduit le nombre de consommations. Planification et anticipation, créer un plan d'action pour des situations à risque et prévoir des alternatives saines. Donc, c'est pas pour rien qu'on on aide la personne déjà dans l'action à développer des alternatives comme le sport, la relaxation, je sais pas, toutes les ressources positives qu'on connaît chez lui, la lecture, tout ce qu'il apprécie, hein, aller faire un bon restaurant, sortir avec des amis, enfin, on essaie de voir tout ce qui peut l'aider. Étape de la prévention de la rechute, donc auto-observation, résolution des conflits internes, travailler sur l'ambivalence avec les techniques d'entretien motivationnel que nous avons vues, renforcement de la motivation, gestion des rechutes, outils de prévention, carnet de suivi, d'accord? Alors, le carnet de suivi, mais aussi ce qu'on a vu, les questionnaires. Les questionnaires, les outils qu'on avait vus tout à l'heure, on peut les faire passer en début de prise en charge, au milieu et en fin pour qu'on voit l'évolution et ça aide aussi le patient à voir ses progrès. Exercice de relaxation, donc toutes les techniques pour réduire le stress et prévenir les envies. Groupe de soutien. Donc, conclusion par rapport à la TCC, prévention de la rechute, élément clé de la TCC essentiel pour un rétablissement durable sans dépendance, approche proactive, anticiper les risques et s'armer de stratégies efficaces pour les rechutes. La prise en charge EMDR, donc la dernière fois on a beaucoup parlé de EMDR, mécanisme d'action sur les troubles addictifs, désensibilisation des souvenirs traumatiques. Rappelez-vous, quand on a parlé de EMDR, on a parlé que c'était une des indications principales dans la prise en charge du syndrome de stress post-traumatique. Cependant, on se pose la question, pourquoi est-ce que certaines personnes sont plus sensibles à l'addiction, à plonger dans l'addiction, et d'autres pas? Pourquoi est-ce qu'il y a une prédisposition chez certaines personnes et d'autres pas? Alors, on essaie de comprendre, d'où l'anamnèse, d'où l'importance de mieux comprendre l'histoire du patient pour mieux voir son vécu et les événements passés, à savoir s'il y a des souvenirs traumatiques. Donc, avec le MDR, on va essayer de réduire l'intensité émotionnelle des souvenirs traumatiques, facilitation du retraitement adaptatif de l'information, modification des croyances dysfonctionnelles. C'est un peu le même mécanisme dans la TCC, mais là, on va remplacer les croyances négatives par des perspectives positives et réalistes, impact sur l'estime de soi et donc sur les comportements addictifs, réduction des symptômes de craving et maintien de l'abstinence. Processus EMDR sur le traitement des addictions,
Évaluation de l'histoire du patient, comme on a dit. Donc, on va se focaliser sur les traumatismes et les déclencheurs. Préparation, donc apprentissage de techniques de gestion du stress, création d'un environnement thérapeutique sûr, identification des souvenirs perturbateurs, processing avec EMDR, donc en travaillant sur les souvenirs perturbateurs avec des stimulations bilatérales alternées pour la désensibilisation, installation de perspectives positives et clôture de manière sécurisée. L'efficacité de l'EMDR dans le traitement des addictions, donc on a une réduction des symptômes de dépendance et des cravings, preuve prometteuse mais préliminaire, importance de la relation entre traumatisme et comportement addictif. Limites et conclusions. Les limites de la recherche actuelle, donc preuves non préliminaires, besoin de recherche supplémentaire, nécessité d'intégrer l'EMDR dans des protocoles de traitement plus larges. Rappelez-vous que dans la prise en charge de l'addiction, c'est vraiment des prises en charge multimodales. Conclusion, l'EMDR est une méthode prometteuse pour le traitement des troubles addictifs liés au traumatisme. Importance de protocoles standardisés et de recherche future pour mieux comprendre les mécanismes d'action. Alors là, je vous ai mis quelques études clés sur le MDR et les addictions. Je vous ai mis les références que vous pourrez donc voir à la fin. Comme quoi, donc, le MDR montre qu'il y a des réductions significatives des envies et des symptômes de dépendance à l'alcool avec des effets persistants après 1 mois. Revue, deuxième étude qui montre qui met en évidence l'importance d'adapter les protocoles de traitement pour les diverses addictions. Exploration des mécanismes théoriques de l'addiction pour réduire les symptômes. Analyse des aspects psychologiques et neurobiologiques de l'addiction, montrant une réduction de symptômes après l'utilisation de l'EMDR. Ensuite, nous avons également la prise en charge par l'hypnose. Donc, avec l'hypnose, dans les addictions, mécanisme, pardon, suggestion post-hypnotique, renforcement de la volonté d'abstinence, modification des comportements addictifs, modification de schéma de pensée. Donc, on a une part reprogrammation des croyances dysfonctionnelles en pensée positive. Donc, pour les médecins pratiquant l'hypnose, vous avez vu qu'il y a énormément d'études et qu'il y a énormément de retours positifs sur l'hypnose et le tabac, et l'arrêt du tabac, ce qui, selon certains praticiens, qui arrivent à obtenir des résultats probants après 1 séance ou 2 séances pour l'arrêt de la cigarette. Gestion du stress et de l'anxiété. Processus hypnotique, donc pour ceux qui pratiquent, vous savez que donc on a l'induction hypnotique, donc relaxation profonde pour préparer les suggestions thérapeutiques, phase de suggestion, ciblage de croyances sous-jacentes et renforcement de la volonté d'arrêter, renforcer et maintien. L'efficacité de l'hypnose, donc pour le tabac, plus efficace que les traitements traditionnels pour l'arrêt du tabac, reconnu donc selon des études qui remontent à 2004. L'alcool et des drogues, réduction des envies compulsives et des rechutes. Les résultats sont variables. Et les troubles alimentaires, réduction de comportements compulsifs comme la boulimie. Donc les résultats ont été bien entendu démontrés. D'ailleurs, l'hypnose est très souvent utilisée dans les TCA, comme pour l'anneau gastrique en hypnose et j'en passe. Limites et conclusions. Donc, les limites de l'hypnose, il y a une variabilité des résultats, besoin de recherche supplémentaires. Cependant, l'hypnose est prometteuse en tant que méthode complémentaire intégrée à une approche thérapeutique globale. Bien entendu, le volet pharmacologique est indispensable dans bien des cas. Cependant, il est très utile, bien sûr, pour réduire les symptômes de sevrage et les envies compulsives. Cependant, la pharmacologie sans prise en charge thérapeutique euh, peut ne pas forcément être utile. Pourquoi? Parce qu'il peut facilement y avoir, quand il n'y a pas une motivation, quand il n'y a pas un travail collaboratif, quand il n'y a pas une prise de conscience des schémas, quand il n'y a pas une prise de conscience des croyances, des pensées, des comportements automatiques, des comportements compulsifs, de la remise en question du patient, il peut facilement associer et médicaments et drogue. Et l'association, on se retrouve avec, au lieu d'un seul problème, on se retrouve avec 2 problèmes. Voilà. Bien entendu, les autres thérapies complémentaires, la thérapie familiale, l'objectif est d'aborder les dynamiques familiales qui contribuent à l'addiction. L'importance, donc les techniques, améliorer la communication dans la famille, la résolution des conflits familiaux, soutien des membres de la famille pour créer un environnement favorable au rétablissement, efficacité, utile pour les jeunes et les familles,
avec des antécédents d'addiction. Conclusion, l'addiction, c'est une maladie cérébrale chronique qui est caractérisée par une perte de contrôle et des comportements compulsifs malgré les conséquences néfastes. Les perspectives thérapeutiques, on a vu qu'elles étaient multimodales. Les TCC modifient les pensées et les comportements dysfonctionnels pour réduire l'addiction. Le MDR est efficace pour traiter les addictions liées à des traumatismes. Les neurosciences nous expliquent l'altération des circuits de récompense dopaminergiques expliquant la nature compulsive de l'addiction. Les addictions comportementales ont des similitudes avec les addictions aux substances et il y a une reconnaissance clinique qui est croissante et qui est très important d'expliquer cela aux patients et de sensibiliser là-dessus. Prévention de la rechute est indispensable, stratégie basée sur l'identification des situations à risque et le développement de compétences d'adaptation. Conclusion, approche multimodale nécessaire pour un traitement efficace intégrant thérapie pharmacologique, psychologique et sociale. Et je vous remercie pour votre attention. Place aux questions. J'espère que je n'ai pas été un peu trop rapide. Merci beaucoup à vous, docteur. Non, c'était pas trop long, c'était très intéressant. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, oui, parfaitement. D'accord. On va passer à la phase des questions-réponses. Je vais vous laisser pour que cela soit interactif. Oui. Il y a monsieur ou madame Soulet qui a levé la main. Merci, docteur, pour la présentation. J'espère que vous m'entendez. Oui, je vous entends. Ok, d'accord. Au fait, durant la présentation, vous aviez parlé fréquemment de la notion de tolérance. Au fait, jusqu'à présent, je n'ai pas bien compris ce que c'est que la notion de tolérance par rapport aux substances addictives. Alors, oui. Oui, allez-y. Alors, la tolérance, c'est le phénomène d'habituation. Plus on consomme une substance, plus, d'un point de vue neurobiologique, le cerveau libère la dopamine, il y a le circuit de récompense qui fait que on s'habitue à la substance et donc l'effet n'est plus le même au fur et à mesure des consommations. C'est-à-dire que si au départ, je donne un exemple, si au départ le patient avait besoin d'un seul verre d'alcool pour être bien, pour ressentir un sentiment d'euphorie et pour être joyeux, et ben à cause de la tolérance, son système s'est habitué à cette dose et il a besoin de plus pour ressentir le même effet de plaisir. Donc, au lieu de passer de prendre un seul verre, il va en avoir besoin de deux, puis de trois, puis de quatre, pour que l'effet soit similaire à la première utilisation. Donc, c'est ça la tolérance. C'est plus je consomme, plus j'ai besoin de consommer. J'espère que j'ai été claire par rapport à. Oui, oui, docteur. J'ai également une autre question. Bien À sûr. propos des symptômes du sevrage, vous aviez parlé des maux de tête et de l'irritabilité. J'aimerais savoir s'il y a également d'autres symptômes. Bien entendu, en fonction des substances. Alors, par exemple, là, j'ai parlé de l'anxiété, de l'irritabilité, des maux de tête. C'était plus spécifique, par exemple, à la caféine. Mais dans le syndrome, par exemple, du sevrage dans le cadre de la consommation d'alcool, dans l'alcool, on va retrouver, en fonction de la sévérité, on va retrouver chez les patients des tremblements. On va retrouver également l'encéphalopathie Wernicke-Korsakoff, le syndrome de Korsakoff, c'est-à-dire les pertes de mémoire. On va retrouver dans le syndrome de sevrage chez des personnes d'un alcoolisme sévère, par exemple, qui arrêtent brutalement, d'où l'importance d'un suivi et d'un accompagnement médical et psychologique. Et dans ce cas de figure pharmacologique, la personne, si elle arrête d'elle-même, elle peut développer un délirium très mince, c'est-à-dire des hallucinations très dérangeantes liées à l'arrêt brutal d'alcool. Donc, en fonction des substances, il y a des syndromes de sevrage, d'où l'importance d'un accompagnement dans l'arrêt d'une substance et d'où l'importance de l'arrêt progressif pour certaines. Voilà. J'espère que j'ai D'accord. été. Oui, d'accord. S'il vous plaît, docteur.
concerne à propos de la gestion de la douleur en médecine. On est souvent confronté à des patients qui ont vraiment très mal et on est obligé d'utiliser des opiacés, notamment la morphine, dans le cas des gestions des douleurs très intenses. Mais vu que les patients, comment dit-on, ont un risque de développer de l'addiction à cette morphine plus tard, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut gérer souvent ces situations? Alors, la prescription des opiacés, bon, en tant que médecin, vous les prescrivez parce qu'il y a des indications à la prescription. C'est-à-dire que c'est des douleurs, des douleurs somatiques, etc. Maintenant, toutes les personnes à qui on prescrit des opiacés n'ont pas forcément une appétence à, à à la dépendance. Enfin, ils vont pas forcément tomber dans la dépendance. À partir du moment où le médicament est prescrit et encadré par un médecin, il n'y a pas de risque. Tout comme les benzodiazépines, vous le savez bien. Un patient qui nécessite une prise de benzodiazépine, quand elle est prescrite par un médecin pendant une période déterminée, il n'y a pas forcément de dépendance. Après, quand on va retrouver des patients qui sont déjà addicts et, et à qui il faut prescrire justement des opiacés parce qu'il y a des comorbidités, parce qu'il y a d'autres choses à côté, à ce moment-là, le médecin évalue la situation, s'il y a nécessité d'hospitalisation, et il y a tout l'aspect thérapeutique qui va à côté. Mais bien entendu, quand c'est réglementé, il n'y a pas de raison que la personne tombe dans la dépendance. C'est pas systématique. D'accord, docteur. Une dernière question, si vous le permettez. Bien sûr, je vous en prie. D'accord. À propos des addictions, de l'addiction à l'alcool, j'aimerais savoir l'intérêt, bon, des réunions d'alcooliques anonymes dans le fait de les aider à ne pas tomber dans la rechute. Alors, l'intérêt des réunions de groupe, d'ailleurs, les alcooliques anonymes sont des groupes, bon, il y a beaucoup de programmes, hein, il y a des programmes en 12 étapes, il y a des programmes religieux dans le lot. Alors, en fait, déjà, c'est qu'il y a ce partage, le partage d'expérience, de une. Le niveau de consommation, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont arrêté depuis des mois, d'autres depuis des jours, d'autres depuis des années. Vous allez retrouver des personnes qui vous disent, je suis alcoolique et je n'ai pas touché à l'alcool depuis 30 ans. Normalement, on va se dire, mais non, cette personne peut consommer normalement. Non. Elle est là pour dire, je suis à l'alcoolique et ça fait 30 ans que je suis abstinent. Donc, pour expliquer déjà que c'est possible d'arrêter, que c'est possible de s'en sortir, que c'est possible de maintenir et qu'il est aussi possible de rechuter. Et donc, il y a ce soutien de groupe, il y a ce phénomène de groupe qui est contenant, qui est rassurant et qui est en soi thérapeutique. Et qui permet justement de se sentir compris et entendu et non jugé. Et le fait que ce soit anonyme permet de partage d'expérience. C'est bénéfique à bien des niveaux. D'accord, docteur, merci. C'était ma dernière question et merci beaucoup pour la présentation. Avec plaisir. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je regarde dans le chat s'il y a des questions. Alors, je vois qu'il y avait une question par rapport à l'usage, à l'abus et à la dépendance. Alors, c'est simple. L'usage, c'est la consommation de substances sans impact négatif sur la vie ou la santé. C'est-à-dire que la personne va consommer, je sais pas, dans certaines cultures, on va consommer un verre de vin pendant le repas, ou la personne va prendre du café tous les matins, juste une tasse ou deux, sans pour autant que ça ait des problèmes ça impacte négativement sa vie. Quand on est dans l'abus, c'est quand la consommation devient excessive et qu'elle commence à causer des problèmes dans la vie quotidienne. Malgré les comportements, malgré les risques encourus, c'est-à-dire que restons par exemple sur le café, quand la personne va consommer, je sais pas, plusieurs tasses de café dans la journée, qu'elle va commencer à avoir des palpitations, présenter une certaine irritabilité. En cas d'arrêt, il y a le syndrome il y a les maux de tête qui apparaissent. Donc là, on voit que la personne est déjà dans l'abus.
Pour l'alcool, c'est la même chose, c'est-à-dire que la personne qui prenait un verre de temps en temps, qui était dans l'usage ponctuel, se retrouve dans une consommation quasi régulière, hebdomadaire ou journalière, et ça a un impact sur sa santé, sur des effets. La dépendance, quant à elle, c'est quand on est carrément dans la perte de contrôle. La perte de contrôle sur la consommation. Bien qu'on n'ait pas envie forcément on sait que ça peut causer des problèmes dans la famille, que ça peut causer des problèmes d'un point de vue professionnel. Il y a ce craving qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de consommer. Et donc, malgré les conséquences graves sur la santé et sur les relations, et surtout dans le cas de la dépendance, ça nécessite une intervention psychologique et médicale urgente. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Alors, je vois quelqu'un lève la main. Silver, oui, je vous en prie. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour docteur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci pour la présentation. Merci, c'était un plaisir. Bon, j'ai une question. Bon, disons qu'on a un ami et à qui on veut donner des conseils. Disons que la personne n'est pas venue en consultation. Vous êtes juste amis. Comment aborder le sujet avec la personne sans l'offenser en fait? Tu sais bien que bon, cette personne est dans cette situation et vu que tu n'es pas là pour le juger, pour le faire quoi que ce soit, tu es juste là pour lui donner des conseils ou comment en fait aborder le sujet avec lui sans qu'il ne se sente offensé. Alors, là, on est un peu comme donc c'est vrai que c'est délicat, mais c'est toujours possible. Au contraire, l'aide des amis et de la famille est très utile et d'ailleurs c'est ce qui amène la plupart des patients en consultation. C'est quand même assez rare qu'une personne vienne d'elle-même, sauf quand c'est dans des cas extrêmes ou qu'elle est vraiment elle a de grosses conséquences. La personne, quand elle est amenée, on peut l'amener déjà ne pas être dans le jugement. Règle numéro une. Parce que déjà la personne elle sait qu'à un certain moment, elle se rend compte qu'il y a un problème. Elle ne le reconnaît pas, elle le refuse de le voir, mais il y a un souci. Quand la personne va dire, bah, écoute, là, tu es en soirée, tu viens de boire toute une bouteille de vodka, enfin, il y a quand même un souci. Si on est dans le jugement, la personne va être dans la résistance, dire oui, je vais voir ça, oui, prochainement. Ou alors dit non, je n'ai aucun problème. Donc quand on est bienveillant, quand on n'est pas dans le jugement, quand on est plutôt dans le questionnement, rappelez-vous du rapport collaboratif et de l'entretien motivationnel, on peut réadapter ça pour amener le patient à se rendre compte, à se poser des questions et à en venir à demander de l'aide. Comment? Être chaleureux, être compréhensif, ne pas être dans le jugement, être à l'écoute et l'amener à faire ce qu'on appelle la balance motivationnelle. Qu'est-ce que tu gagnes à consommer et qu'est-ce que tu perds? C'est quoi les avantages à consommer? L'alcool, par exemple. Et c'est quoi les inconvénients? C'est qu'est-ce que tu gagnes à ça? Vraiment, on l'amène à se rendre compte et puis jusqu'à ce que la personne observe la problématique. Et à partir de là, on commence progressivement à entrer dans la précontemplation. Vous voyez, rappelez-vous que dans le cercle le modèle transthéorique de Prochaska et de Clemente, c'est que c'est vraiment un cercle. La personne, au départ, quand elle est dans la précontemplation, elle ne se rend même pas compte qu'elle a un problème. Donc vraiment amener le patient sans jugement, de manière chaleureuse, en tant qu'ami. En tant qu'ami, je pense que la personne voudra vous faire plaisir si vous montrez que vous vous souciez de son bien-être, que vous vous inquiétez pour elle, que vous lui dites, écoute, peut-être que juste tu devrais voir si tu peux faire autrement. Ou alors, viens, essaye de réduire la consommation et si ça te fait rien, c'est qu'il n'y a pas de problème. Vraiment, essaye de trouver des techniques pour l'amener à consulter. Mais restez toujours, toujours dans l'empathie, restez chaleureux, ne pas être dans le jugement sont les bases qui feront que cette personne se sentira à l'aise à venir vers vous et restez à l'écoute. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as besoin de parler, si tu sens que tu vas mal, n'hésite pas, appelle-moi.
Voilà, ça, c'est comment vous pouvez amener votre ami ou votre collègue ou à, à précontempler justement la problématique pour rentrer dans la prise en charge. J'espère que j'ai pu vous aider. Ok, merci pour la réponse. J'ai une autre question. Bien sûr, je vous en prie. Euh, La question concerne dans la prise en charge, là on a parlé des médicaments pharmacologiques, la prise en charge pharmacologique. Vous avez dit que bon, pour la prise en charge dans ce cas, il faut limiter en quelque sorte la prise de drogue, la fuite du drogue et les autres prises en charge. Sans ne pas aussi amener la personne à être addict pour le drogue en fait, le médicament qu'on veut utiliser. Dans Alors, ce cas, oui, pardon, est-ce excusez-moi. qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire une prise en charge combinée? Si on fait la prise en charge EMDR et la prise en charge pharmacologique. Alors, déjà, la prise en charge pharmacologique, je vous l'ai bien dit et je l'ai bien précisé que très souvent, elle est indispensable. Elle est importante. Déjà pour soulager les symptômes immédiats et les douleurs. Hein, vous savez que certaines substances, qu'on peut pas les arrêter sans prendre, sans médicaments. Hein. Je pense aux opiacés, je pense à l'héroïne. C'est très douloureux d'arrêter. D'accord? Donc le médicament est indispensable. Maintenant, pour une meilleure observance pharmacologique, pour une meilleure observance de la prise du traitement médical, prescrit par un médecin sous surveillance médicale, une prise en charge multimodale donne de meilleurs résultats, à savoir et le médicament et la thérapie donnent de bien meilleurs résultats que la pharmacologie seule ou la thérapie seule. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Je vois que quelqu'un d'autre a une question. Merci pour la réponse. Avec plaisir. Oui, Munkoro, vous avez levé la main. Bonjour, docteur, et merci beaucoup pour cette belle présentation. Bonjour, merci. Moi, c'est juste par rapport à votre première diapo sur la définition de l'addiction. Ça a été un peu rapide, j'ai pas bien suivi cette partie-là. Oui. C'est tout. Alors, pour l'addiction, l'addiction en soi, la définition, je vais vous la remettre. Il s'agit clairement et simplement il faut noter d'abord que c'est une maladie. C'est une maladie chronique dans certains cas. Pardon, c'est une maladie cérébrale chronique. La personne est dans une quête de consommation de substances ou l'engagement dans un comportement malgré les conséquences négatives, qui se définit et qui se manifeste, qui implique une perte de contrôle et une incapacité à s'abstenir, même face à des preuves de dommages. En soi, la définition même explique que c'est une maladie. Quand une personne est addicte, c'est important de le reconnaître en tant que malade. D'accord? C'est pas une question de chichi, disons que la personne, quand elle tombe dans la dépendance, elle, elle n'est plus, on peut pas dire, oui, monsieur, madame, t'es pas assez motivé, oui, tu fais pas d'efforts, t'es pas sérieux. Non, c'est qu'à un certain moment, ça devient une maladie, que la personne a perdu le contrôle. Elle ne peut plus. Son cerveau en a besoin. Rappelez-vous du système de récompense. Ça y est, c'est intégré. Donc maintenant, il s'agit d'une maladie qui nécessite une prise en charge parce que la personne consomme ou engage des comportements et ce malgré les conséquences. À un certain moment, elle aimerait bien pouvoir éviter ces conséquences négatives, mais elle n'y arrive plus. Et donc, quand on est dans cette perte de contrôle, on est dans l'addiction. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. D'autres questions? J'ai plus d'autres mains levées. Très bien. Il y a Monsieur Abel qui a levé la main. Alors, il y a une question ici qui dit, est-ce qu'on peut être addict au sexe? Oui. Alors, je vous ai cité quelques
euh, addiction comportementale. Celle qui est intégrée dans le DSM, dans la classification des troubles mentaux, on a le jeu pathologique. D'autres sont en étude. Actuellement, vous avez les jeux vidéo et vous avez le sport. Mais l'addiction au sexe est une maladie, est une addiction comportementale, effectivement. Vous avez également l'addiction à la pornographie, également. Alors, dans l'addiction au sexe, il est très important aussi de faire, de faire le diagnostic différentiel par rapport à certains troubles mentaux, notamment dans le trouble bipolaire. Donc, c'est très important de faire le diagnostic différentiel. Mais effectivement, l'addiction au sexe existe, au même titre que l'addiction à la nourriture, l'addiction au sport, l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction au... Alors, je vais vous faire rire, il y a aussi l'addiction au like des réseaux sociaux. Hein. La personne est addicte, elle est H24 sur son téléphone pour voir si elle a reçu des likes, des j'aime sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça sont des... Parce que le circuit du plaisir et de récompense et de satisfaction et de gratification immédiate sont similaires. Donc oui, pour votre réponse, oui. Monsieur Abel, vous avez la parole. Ok, merci. J'ai dit bonjour à tout le monde. Bonjour. Ok. Bizarrement, la dernière question, c'était aussi ma question. C'est pour voir aussi les troubles comportementaux liés à un appétit incontrôlé au sexe. Tout ça, je voulais voir est-ce qu'on pourrait classer dans ça. Donc, merci. Je pense que j'ai ma réponse. Quelquefois on gère des malades, quelquefois il se dit, je sais pas, ça, c'est peut-être des questions de préférence ou quoi. Un malade vient, peut-être tu as posé le diagnostic, mais quand vous arrivez déjà à la thérapeutique, il y a certains malades qui vont commencer à te dire que moi, là, c'est une situation où tu veux juste donner un truc par voie orale, mais le malade va dire, non, 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 moi, les trucs par voie orale ne me traitent pas absolument, c'est de l'injection, quoi. Voilà. Et souvent, il s'impose comme ça. Quand tu lui donnes n'importe quel médicament par voie orale, il dit non, 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 ça ne le soigne pas. Il faut absolument en injection, quoi. Je sais pas de telles situations, comment on peut classer ça. Je ne vous cache pas que je n'ai pas de réponse à ce niveau-là parce que, enfin, pour prendre un médicament par voie orale ou par injection, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre des addictions. Enfin, je n'ai pas de réponse, excusez-moi là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux revenir à une question? Bien sûr, je vous en prie. Oui, euh, ok. Je pense qu'il y a une situation, ok, il y a une situation que je cherche à comprendre. Il y a des gens qui développent certains comportements du genre où ils n'arrivent jamais à dire non. Je prends un exemple, par exemple, on peut lui demander un service, il est occupé, ou soit on peut lui demander une aide financière, tout ça. Mais ils sont dans une situation qu'ils doivent dire non, mais ils sont incapables. Il dit toujours oui et il subit, il se plaint, mais il n'arrive jamais à dire non. Ah bon, je sais pas comment vous pourrez, voilà, nous aider à gérer ça. Merci. Alors, dans cette question, dans cette optique-là, c'est plus une prise en charge sur l'affirmation de soi et essayer de repérer donc il y a le trouble anxieux sous-jacent parce que le fait de ne pas pouvoir s'affirmer, de se soumettre aux attentes, aux besoins des autres en mettant de côté ses propres besoins et sa propre opinion avec des conséquences, c'est-à-dire que la personne le fait, le regrette après parce qu'elle est submergée. C'est juste qu'elle n'a pas réussi à dire non. Là, il y a tout d'abord un travail d'affirmation de soi qui est très important, toutes les stratégies qui l'accompagnent, mais faire également un travail sous-jacent pour essayer de repérer les troubles anxieux qui sont derrière et puis aussi les traumas qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui a amené cette personne à manquer d'estime et d'estime et de céder euh, à toutes ces demandes en mettant de côté ses propres besoins.
Donc là, c'est toute la prise en charge de la thérapie de l'estime de soi. On pourra éventuellement faire une conférence là-dessus. Ok, merci vraiment. Je vous en prie. D'autres questions? Alors, merci. Oui, bien sûr, vous pourrez avoir le PowerPoint. Alors, la conduite à tenir face à un agent de santé qui est dépendant aux drogues, donc avant de travailler, déjà, il est très important de pouvoir parler aux patients, aux médecins, d'essayer euh, de comprendre finalement la motivation je vais essayer de répondre à la question directement à la personne. Voilà. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, Docteur Hand, vous allez me permettre de pouvoir inviter ma collègue Olivia Arwangan, qui va nous informer sur l'un des certificats de REMA. Et puis après, vous allez nous dire ce qui est important à garder du cours d'aujourd'hui. Peut-être qu'après sa présentation, on aura d'autres questions. Docteur Olivia, vous avez la parole. Alors, merci, docteur Fassinou. Bonjour à tous. Bonjour, docteur. Merci beaucoup pour cette session très interactive et très brillante. Je suis le docteur Olivier Armogan, médecin et chargé de communication auprès du réseau d'échange entre médecins d'Afrique, REMA. Et ce matin, j'ai le plaisir de partager avec vous une véritable aubaine. Vous n'êtes pas sans savoir en tant que professionnel de santé que de nos jours, il y a un lien très étroit entre l'alimentation et les nombreuses maladies, les nombreuses maladies qui minent la santé des populations, obésité, surpoids, diabète, hypertension artérielle, les différents types de cancers, pour ne citer que cela. Alors, pour permettre à tous les professionnels de santé de prendre en charge les patients de manière plus holistique, notamment sur le plan nutritionnel, REMA vous propose son tout premier programme de certification en nutrition diététique. En quoi consiste ce programme et comment peut-il vous être véritablement utile? Ce sont là les points que je vais sans plus tarder éclairer. La certification professionnelle en nutrition diététique de REMA est un programme complet, mais très flexible, d'une durée de 2 mois, comprenant 60 heures de cours entièrement à distance. Ce programme vous propose des sessions asynchrones et des sessions synchrones
pour s'adapter à votre emploi du temps et couvre des aspects essentiels de la nutrition tels que la biochimie de la nutrition, l'évaluation nutritionnelle des patients, l'élaboration des régimes alimentaires, l'éducation nutritionnelle, la prévention et la recherche en nutrition. Je voudrais vraiment insister sur la recherche en nutrition parce que grâce à ce module, vous allez pouvoir saisir les nombreuses opportunités de recherche qui existent dans le domaine de la nutrition. À l'issue de ce programme qui sera encadré et exécuté par un comité scientifique de rang mondial, vous serez capable d'intervenir en tant que spécialiste de la nutrition, que ce soit au niveau individuel, communautaire ou institutionnel. Ce n'est pas tout. Vous pourrez également accompagner efficacement vos patients, les personnes de tout âge, individuellement ou en groupe. Vous allez me demander à combien s'élèvent les frais de formation. Et il faut savoir que ce programme est certifié et reconnu à l'échelle internationale et vous est proposé au prix forfaitaire de 399 euros, soit 260 000 francs CFA, que vous avez la possibilité de payer en 3 tranches. Voilà la bonne nouvelle que je venais vous apporter ce matin. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, mais en attendant, je vais mettre dans le chat le lien pour l'inscription et pour des informations complémentaires. Merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Docteur Fastinou, vous avez la parole. Oui, je suis là avec vous, docteur Olivia. Je me demandais s'il y avait des gens qui ont des questions. Il suffira de lever la main et vous aurez la parole. Avant Alors, de continuer, s'il n'y a pas de questions, je ne sais pas, docteur Olivia, vous avez quelque chose à rajouter? non, je voulais juste informer les professionnels de santé que j'ai déposé dans le chat le lien pour les informations complémentaires de la formation, mais également le contact de Réma pour, je sais pas, toute autre préoccupation. Merci C'est, beaucoup, docteur Olivia. c'est moi. J'ai